Bonjour à tous, je vais vous présenter les travaux d'amélioration de sol et de renforcement de sol qui ont été réalisés sur le terminal métallier de Dunkerque pour stabiliser les plateformes terrestres, les talus des plateformes terrestres et maritimes vis-à-vis du risque de liquéfaction. Cette présentation a été préparée avec l'aide de mon collègue Pierre Burtin, qui est présent ici et qui a participé à ce projet. Donc, voici une vue générale du projet. Donc, ce projet a été mis en service en janvier 2017. Donc récemment, il a nécessité 50 travaux et un investissement d'1 milliard d'euros. Donc il est implanté sur 56 hectares, dont 20 hectares qui ont été gagnés sur la mer. Alors il a la particularité, ce terminal métallier, d'être connecté à la fois à la France et à la Belgique. Donc il a une capacité de 13 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, et donc ce qui permet de couvrir 20% des besoins en gaz de la France et de la Belgique. Donc les travaux qui ont été réalisés se décomposent en plusieurs lots. Donc le premier lot, celui qui va nous intéresser, ce sont les travaux préparatoires, travaux de dragage, de remblaiement hydraulique, création de nouvelles digues, et puis les travaux d'amélioration de sol dont je vais vous parler. Le second lot concerne les réservoirs de stockage de gaz naturel liquéfié eux-mêmes, dont Fatcura parlera juste après ma présentation. Le troisième lot concerne l'appompement, qui permet de décharger et charger les méthaniers, les conduites cryogéniques, les regazéifieurs, les infrastructures de contrôle. Et le dernier lot assez intéressant, c'est un tunnel de 5 km entre la centrale nucléaire de Gravelines et le terminal méthanier. L'objectif, c'est d'acheminer les eaux tièdes de la centrale nucléaire pour permettre la regazéification du gaz naturel et de l'envoyer ensuite dans les réseaux urbains. Donc les travaux d'amélioration de renforcement de sol s'étendent sur à peu près 110 000 m² et ont été réalisés en 2012. Donc, ils ont été rendus nécessaires par le contexte sismique. Donc la magnitude est de 5,4 et l'accélération maximale de surface est de 0,3 G. Et dans ce contexte, alors la géologie est assez simple. Donc on a les sables de Dunkerque, à peu près présents jusqu'à -22 côte marine, qui reposent sur l'argile des Flandres. Et ces sables, dans un contexte sismique, sont susceptibles de liquéfier. Donc les travaux avaient pour but d'empêcher la liquéfaction de ces sables et de stabiliser donc les plateformes maritimes et terrestres. Donc à ce problème de liquéfaction s'ajoute le lateral spreading qui correspond au phénomène de glissement latéral, donc dans le sens de la pente lié à la liquéfaction d'une couche de sol. Donc cette photo a été prise pendant les travaux en 2012. Donc vous pouvez voir que les travaux ont été réalisés à la fois sur terre, donc vous avez 2 ateliers sur terre, et sur mer. Donc il y a 2 ateliers ici qui travaillent sur mer. Les 2 techniques qui ont été mises en œuvre, c'est les techniques de vibrocompactage ou vibroflottation, et la technique des colonnes ballastées. Donc le choix entre ces 2 techniques a été réalisé en fonction de la nature des sables rencontrés. Donc les travaux ont duré à peu près 9 mois. Donc après cette description générale, rentrons un petit peu dans le vif du sujet et dans les calculs, le dimensionnement qui a été réalisé pour ce projet. Donc le CCTP, la maîtrise d'œuvre, nous a demandé de garantir un facteur de sécurité vis-à-vis du risque de liquéfaction supérieur ou égal à 1,25. Donc conformément au CCTP, les calculs de liquéfaction ont été réalisés à partir de sondages au pénétromètre statique, donc CPT, CPTU, en appliquant la méthode empirique validée durant les groupes de travail du NCER entre 96 et 98 et qui sont précisés dans l'article de Youd et Idriss de 2001. Donc le coefficient de sécurité, c'est le rapport entre le CRR, la capacité du sol à résister à la liquéfaction, et le CSR, l'action du séisme. Donc là j'ai rappelé la formule du CSR, donc qui est l'action du séisme, qui dépend de l'accélération maximale de surface Amax. Et la capacité du sol à résister à la liquéfaction, elle est déduite de manière empirique, à partir d'une base de données. Et donc ce CRR, il peut être calculé à partir de la résistance de pointe normalisée, plus C1N, et pour une magnitude de 7,5 et pour un sable propre. Dans le cas où le sable n'est pas propre, et où la magnitude est différente de 7,5, on applique des facteurs correcteurs pour avoir accès à la valeur de CRR. Donc, quels sont les bénéfices apportés par les 2 techniques d'amélioration de sol que j'ai citées précédemment vis-à-vis de ce coefficient de sécurité? Donc si on réalise du vibrocompactage ou de la vibroflottation sans apport de matériaux, l'objectif
c'est de densifier le sol. Donc en densifiant le sol, on va augmenter la résistance de pointe QC, et on va donc augmenter la capacité du sol à résister à la liquéfaction, et donc augmenter le coefficient de sécurité FS. Le problème du vibrocompactage, de la vibroflottation, son domaine d'application est limité. Donc vous avez ici un diagramme avec en abscisse le rapport de frottement et puis en ordonnée la résistance de pointe. Donc le domaine idéal de vibrocompactage, vous voyez qu'il est limité, c'est le domaine orange, c'est-à-dire que dès que les sols sont un petit peu trop fins, dès que la teneur fine est un petit peu trop grande, le vibrocompactage ne fonctionne pas. Et c'est dans ces cas qu'on a réalisé des colonnes ballastées sur ce chantier. C'est-à-dire, c'est ni plus ni moins la même technique du vibrocompactage, mais où on va apporter en plus du matériau, du ballast. On va créer ainsi des colonnes ballastées. L'intérêt de cette technique, c'est qu'on va également densifier le sol, dans une moindre mesure, parce que les sols contiennent des films. On va le densifier et donc augmenter la capacité du sol à résister à la liquéfaction. Et d'autre part, ces colonnes ballastées vont permettre de réduire la contrainte de cisaillement qui s'applique sur le sol. Donc, grâce à ces éléments de renforcement dans le sol, elles vont capter une partie de la contrainte de cisaillement du séisme et donc soulager d'autant le sol. Donc on va diminuer le CSR, l'action du séisme, et on va comme ça augmenter le coefficient de sécurité vis-à-vis du risque de liquéfaction. La question, c'est comment on prend en compte la réduction de la contrainte de cisaillement. Cette réduction de conditionnement, on la prend en compte grâce à l'introduction d'un facteur réducteur KG, que vous voyez ici en haut. Et ce KG, pour ce projet, on l'a calculé en suivant l'approche simplifiée, la méthode simplifiée de Bèze et Martin, donc qui est une méthode qui était imposée par le CCTB. Donc cette méthode est simplifiée, elle consiste à calculer un module de cisaillement équivalent au prorata des sections et au prorata des raideurs de la colonne ballastée et du sol. Au final, le coefficient de sécurité FS, il est multiplié par le rapport 1 sur KG, que j'ai donné ici en bas de la diapo. Donc ce 1 sur KG, il dépend du taux d'incorporation, donc ça on le mesure. Dans le cas de notre projet, les colonnes ballastées avaient un diamètre de 90 cm, les mailles triangulaires variaient de 3,2 m à 4 m, donc on avait un taux d'incorporation de 5 à 7%. Et ce 1 sur KG, il dépend aussi du rapport des modules de cisaillement entre la colonne ballastée et le sol. Ce paramètre est vraiment important, ce ratio des modules. Donc pour ce chantier, on l'a mesuré, c'est-à-dire que pour chaque zone, à partir de chaque CPT, on a mesuré ce ratio de manière à estimer proprement la valeur de 1 sur KG. Alors, afin de vous vous rendiez un petit peu mieux compte du projet, je vais vous présenter la séquence des travaux et des justifications qui ont été mises en œuvre depuis la phase de remblaiement hydraulique, voilà, vous voyez ici, jusqu'à la réception de nos travaux. Donc, première phase, je vais me concentrer uniquement sur les travaux réalisés sur terre. Donc, la coupe de sol, donc, des sables à limon sableux, donc, présentant un risque de liquéfaction, reposant sur l'argile des Flandres. Suite au remblaiement hydraulique, on a réalisé des CPT. Vous avez l'exemple ici d'un CPT. À partir de ce CPT, on a pu faire une analyse de liquéfaction. Donc vous voyez ici, vous avez le CPT, donc à gauche, on lit la résistance de pointe, à droite, on lit le rapport de frottement. Donc, à l'issue de nos travaux, il y en a un reprofilage qui a été fait. Donc les 8 mètres supérieurs ne vont pas nous intéresser puisqu'ils sont enlevés par dragage à la fin de nos travaux. Donc je me concentre à partir de l'élévation de moins 0,5. Et je calcule le coefficient de sécurité vis-à-vis du risque de liquéfaction en calculant le CRR, en calculant le CSR. Je fais le rapport des deux et j'ai le coefficient de sécurité qui est donné ici. Le critère c'est 1,25, donc on se rend compte qu'on est inférieur à 1,25 entre l'élévation 0 et en gros l'élévation de moins 14. Donc il y a un risque de liquéfaction sur cette épaisseur-là. D'où la nécessité des travaux. Alors, la solution de base était la suivante. Vibrocompactage sur toute hauteur, post-CPT pour contrôler les travaux. Dans le cas où le critère est satisfait sur toute la hauteur, c'est fini. Dans le cas où il n'est pas satisfait sur toute la hauteur, on réalise des colonnes ballastées lors d'une seconde intervention sur la hauteur où le coefficient de sécurité n'a pas été respecté. Donc on a varianté cette approche de double intervention en analysant plus finement les CPT. Donc je reprends l'exemple de mon CPT et je vais vous montrer comment on les a analysés. Donc à droite, vous avez le diagramme de Robertson, donc c'est un diagramme normalisé, donc le rapport de frottement normalisé en abscisse et la résistance de pointe normalisée en ordonnée. Le diagramme de Massarch est reporté sur ce diagramme, c'est le même que celui que je vous ai présenté précédemment, dans un diagramme normalisé.
Et je vais m'intéresser dans un premier temps à la résistance de pointe sur les 7 premiers mètres, enfin, sur les 7,5 mètres supérieurs. Donc les points que vous voyez en jaune. Donc vous voyez que le rapport de frottement est relativement faible, 0,5%. Si je place tous ces points dans le diagramme de Robertson, je me rends compte qu'ils sont majoritairement dans la couche numéro 6, c'est-à-dire qu'on a affaire à un sable propre avec potentiellement un petit peu de particules fines. Et ces points sont majoritairement dans la zone orangée rouge, c'est-à-dire idéale pour le vibrocompactage. D'où le choix de faire du vibrocompactage sur ces hauteurs-là. Si maintenant je regarde les points entre moins 7,50 et moins 14, la courbe verte, le rapport de frottement est plus grand, il se rapproche de 1%. Donc j'ai un matériau qui est plus fin. Et donc si je place les points dans le diagramme de Robertson, majoritairement ils vont plutôt être dans la couche numéro 5. Donc la zone numéro 5, on a plutôt affaire à des sables silteux, voire des siltes sableux. Donc plus de particules fines. On s'écarte également du domaine idéal de vibrocompactage. Le choix, c'est donc de faire des colonnes ballastées sur l'épaisseur de cet horizon. Donc c'est ce qu'on a choisi, colonne ballastée en partie inférieure, vibrocompactage en partie supérieure. On a fait cette analyse pour tous les CPT du projet. Ce qui nous a permis d'intervenir en une seule intervention. Donc les travaux, donc à gauche les travaux réalisés sur Terre, à droite réalisés en mer. Donc même si ce n'est pas le propos de mon intervention ici, c'est assez intéressant de voir comment les travaux ont été faits en mer. Donc vous avez une barge avec 2 grues, et puis une autre barge où le caillou, le ballast est stocké. Et donc vous voyez la première de cette machine-là, cette grue, est en train de réaliser des colonnes ballastées. Donc le ballast qui est stocké sur cette barge est acheminé par une bande transporteuse au niveau du point de vibrocompactage. Donc là on réalise une colonne ballastée, on appelle par la méthode wet top feed, c'est-à-dire par alimentation de cailloux par le haut. Voilà, réalisation des travaux. Vous pouvez voir, colonne ballastée en partie inférieure sur ces troupes-là, vibrocompactage en partie supérieure. Il y a une zone qui n'est pas traitée, c'est les calculs de stabilité qui ont permis d'optimiser l'emprise des travaux. Donc on n'a pas traité la partie médiane. À l'issue de la réception de nos travaux, dragage, mise en place d'une couche d'enrochement pour protéger le talus contre les effets de la houle. Alors je vais revenir maintenant sur la réception des travaux. Comment on a validé, on a réceptionné nos travaux. Donc je repars sur le pré-CPT en bleu. Donc si vous avez le pré-CPT en bleu, ce pré-CPT, si vous vous souvenez, a conduit à ce coefficient de sécurité qu'on voit ici, donc inférieur à 1,25. Maintenant, à l'issue de nos travaux, on a réalisé un post-CPT. Donc c'est celui qui apparaît en vert. Donc ce qu'on peut voir, c'est que sur la partie, sur l'épaisseur colonne ballastée, l'augmentation de la résistance de pointe, que je vous montre ici, est relativement limitée. En revanche, sur la partie supérieure, là on a fait juste du vibrocompactage, les sols sont bien propres, les sables sont bien propres, et donc on a doublé les caractéristiques. On est passé d'une résistance de pointe de 10 à 20 mégapascales. Donc si on regarde maintenant le coefficient de sécurité qu'on obtient à partir de cette courbe verte, il est le suivant. Donc on n'a plus de problème en partie supérieure. Ponctuellement, on a encore des points qui restent inférieurs au critère de 1,25. Et c'est là qu'intervient la réduction de la contrainte de cisaillement. On a réalisé des colonnes ballastées entre moins 7,5 et moins 14, donc on va l'utiliser. Donc on a mesuré, enfin plus exactement calculé la vitesse des ondes de cisaillement sur la hauteur des colonnes ballastées. Je vous explique comment on a fait ça. Et à partir de cette mesure de la vitesse, de ce calcul des vitesses d'onde de cisaillement, on a obtenu la valeur de 1 sur kg, et donc on a multiplié le coefficient de sécurité sur la hauteur des colonnes ballastées par une valeur qui varie de 1,2 à 1,3. C'est-à-dire que grâce aux colonnes ballastées, on a un gain sur le coefficient de sécurité de 20 à 30%. Alors comment on a vraiment mesuré, estimé ce VS dans le sol? Alors ce qu'on a fait, vous voyez, grâce à ce 1 sur kg, on obtient la courbe noire et un coefficient de sécurité qui en tout point satisfait le critère du client. Comment on a mesuré ce 1 sur kg ou comment on a obtenu ce 1 sur kg? Alors, avant le début des travaux, on a fait une planche d'essai initiale. Donc j'ai remis la valeur de 1 sur kg qui dépend du rapport des modules de cisaillement. Bien entendu, on a G égale ρ VS carré. Donc ce rapport des modules de cisaillement, on peut le connaître à partir du rapport au carré des vitesses des ondes de cisaillement. Donc on a fait une zone d'essai, donc on a excavé 3 mètres. Ce trou, on l'a rempli de cailloux, comme vous pouvez le voir ici. On a vibrocompacté ce caillou de manière à représenter la densité d'une colonne ballastée. Et on a fait des essais cross-holes. Vous avez en rouge le forage émetteur et puis on a 2 forages récepteurs.
ça nous a permis donc, de mesurer la vitesse des ondes de cisaillement VS à la fois dans la partie colonne ballastée et à la fois dans le sol. Je vais vous montrer les résultats obtenus. Donc, vous avez tout d'abord la résistance de pointe, on a réalisé un CPT que vous voyez en bleu, et puis on a mesuré la vitesse des ondes de cisaillement. Donc on a deux récepteurs, donc en rouge vous avez la moyenne. Donc vous pouvez voir que la vitesse des ondes de cisaillement sur les 3 premiers mètres est relativement élevée, on est dans la partie colonne ballastée, et puis en dessous on a la vitesse des ondes de cisaillement dans le sol, donc qui varie entre 150 et 250 mètres par seconde. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est que dans la partie colonne ballastée, on a choisi une valeur de 480 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'on a fixé une bonne fois pour toutes la vitesse des ondes de cisaillement dans la colonne ballastée, c'est 480 mètres par seconde. Ensuite, dans le sol, on n'avait pas envie de refaire des mesures de vitesse des ondes de cisaillement dans le sol pour chaque, pour toutes les zones à réceptionner. Donc on a cherché quelle était la meilleure corrélation de la littérature entre QC et VS. Donc on a la valeur de QC, la résistance de pointe, on a les VS. Donc on a passé en revue toutes les corrélations qui existent entre QC et VS. Et on s'est rendu compte que celle qui correspondait le mieux à notre chantier, c'était la corrélation d'Andrus et Hall. Donc vous pouvez calculer le VS à partir de la résistance de pointe. Et si vous utilisez cette corrélation-là, vous faites le calcul de VS, vous obtenez la courbe verte. Donc en vert, vous avez la vitesse des ondes calculée à partir du CPT. En rouge, vous avez la vitesse des ondes mesurée. D'où un très bon accord entre ces deux. Donc on a conservé cette corrélation. Et donc pour réceptionner, à partir du CPT, systématiquement, on a pu mesurer la vitesse des ondes de cisaillement et avoir accès comme ça à un surcagé et prendre en compte la réduction de la contrainte de cisaillement. Voilà. J'en arrive aux conclusions. Première conclusion, c'est que l'analyse fine des pré-CPT a permis d'identifier précisément les horizons vibrocompactables et de définir ainsi, avant le démarrage des travaux, les couches à traiter par colonne ballastée et éviter la double intervention de la solution de base. Grâce au vibrocompactage et aux colonnes ballastées, on a pu densifier le sol, donc augmenter la capacité du sol à résister à la liquéfaction. Et enfin, on a pris en compte la réduction de la contrainte de cisaillement permise par les colonnes ballastées. Elle a été estimée en suivant la méthode simplifiée de Paz-et-Martin. Alors cette approche, elle est de plus en plus contestée. Il y a d'autres approches qui sont utilisées désormais, comme Rayamaji ou Guéguin, qui conduisent à des coefficients réducteurs qui sont plus faibles. Donc on a un gain sur le coefficient de sécurité qui est inférieur à 10%. Je dirais que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de consensus de la communauté scientifique. De mon point de vue, mais c'est que mon point de vue, utiliser Paz-et-Martin, c'est raisonnable à condition que le rapport des modules de cisaillement soit plafonné à une valeur raisonnable, ou encore mieux, comme dans ce projet, qu'il soit réellement mesuré. Enfin, les colonnes ballastées, elles ont montré à plusieurs reprises qu'elles étaient efficaces vis-à-vis du risque de liquéfaction. Il y a l'effet drainant du ballast qui permet aussi de limiter l'augmentation des surpressions interstitielles lors d'un séisme, qui contribue certainement dans une large mesure à l'efficacité des colonnes ballastées. Alors dans ce cas, la maîtriseur avait interdit la prise en compte de l'effet drainant. Donc en conclusion, je dirais qu'il y a encore des travaux à mener sur les colonnes ballastées pour être capable de mieux quantifier la part de l'effet de densification, de l'effet de la réduction de la contrainte de cisaillement, de l'effet drainant dans l'efficacité globale des colonnes ballastées. Je vous remercie de votre attention.